Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. J'ai la chance d'être dans un endroit où vous pouvez pas venir. Fait que c'est ça. Micro du lac, écoute, je sais même plus comment partir ça parce que là on part dans l'endroit le secret, mais je dirais comme on est à le micro du lac, c'est vraiment cool, mais c'est vraiment cool que je sois là puis que je sois là avec toi. Je suis très content que tu m'accueilles. J'ai eu l'idée de te montrer ça en premier. En commençant, oui. On ira à la brasserie tantôt. Ben oui, c'est Ici, c'est ma cachette. Ta cachette. Ouais. Fait que les gens peuvent voir, au moins ceux qui ont la vidéo, ils peuvent voir, ça ressemble à quoi ta cachette. Je te laisse te présenter. Alors, tu es? Marc Gagnon, donc je suis un des fondateurs de la Micro du Lac. Donc ça va faire, cette année, ça va faire 17 ans qu'on est en opération. Wow. Puis je m'occupe encore de la production, beaucoup d'administration aussi, mais ici, où ce qu'on est, c'est le chef, où ce que je viens triper encore à assembler les bières, à goûter les barriques. Puis ça, c'est la partie que je me suis plus gardée en production. Ouais. On est une équipe là, maintenant, fait que ça, cette partie-là, je me suis gardé ça, puis j'en prends soin. Puis ici, c'est pas stressé, les bières, bien prendre le temps qu'il faut. Là, J'aime ça. Mais écoute, c'est le sentiment que j'ai eu quand je suis rentré. J'étais comme on dirait que c'est ton antre de paix, là. Ouais, c'est très calme, c'est ça. Il n'y a pas de pompe, il n'y a rien qui... Il n'y a pas grand-chose d'électrique. C'est vrai qu'il n'y a pas grand bruit, il n'y a pas... Ben, j'ai mon système de son. Oui, tantôt. C'est ça. Quand je suis seul, j'écoute de la musique, mais là, pour... On peut pas le blaster pendant le podcast. Non, c'est ça. Ouais. Ça marchera pas. On fera pas ça. Fait qu'on commence avec... comme toute bonne dégustation, il faut commencer avec les bières barriquées. C'est ça qu'on fait. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu à l'envers du bon sens, mais gars. Mais j'aime ça, c'est cool. Ça fait partie de ma personnalité aussi. J'aime ça, faire des dégustations comme ça. Qu'est-ce que tu nous présentes? On a vraiment des belles bières. Ils ont quasiment toute la même couleur. Fait que les gens qui voient... En tout cas, je vais mettre une photo. J'ai pris une belle photo. Mais on y va avec quoi? On commence en fait, c'est exactement la même bière. C'est comme un peu pour illustrer c'est quoi le vieillissement en barrique, comment ça peut influencer d'une barrique à l'autre. Mm-hmm. Donc, c'est 3 barriques de tendre tricotant de chardonnay. C'est un produit que j'aime beaucoup, puis que je mets beaucoup de soin. Puis là, je vais te faire goûter vraiment des barriques. Puis moi, le produit qui est mis en bouteille, c'est toujours un produit qui est assemblé. Il y a du plus vieux, du plus jeune. Donc, souvent, on va avoir une moyenne de 9 mois. On peut avoir jusqu'à 12 mois ou un peu plus jeune, tout ça. Ça, c'est la pluie dehors. Là, ouais, est-ce que vous entendez la pluie? Je disais ça, je pense pas. Est-ce que ça gâche le... Ça gâche rien. Il y a quand même une bonne pluie. Ben, en fait, quand j'ai vu la fin de semaine, puis il annonçait des tempêtes, puis tout, j'étais comme, ah, ouais, du fun. On va rester en dedans, puis ça on sera va pas la plage. Non, ce sera pas la plage. Non. Mais, donc, ce produit-là, avant de parler de toute ton histoire, de comment tu t'es rendu à avoir une passion pour faire ça et tout, c'est quand même un classique. Parce que la version Chardonnay, il me semble qu'elle est devenue... Elle a été très populaire. Ouais. On l'a fait depuis 2011-2012. Quand même, là. Oui, de manière CDI, elle est consommée, elle est achetée partout dans le Québec depuis ce temps-là. J'en produis à chaque trimestre ou 2-3 fois par an. Puis, je me suis me faire demander ça. Tu sais, ça fait partie des bières que, en tout cas, au Birala, que je me faisais demander. Ça, puis, exemple... je veux dire, la Porter Baltic d'LTM, là, en barrique, là, c'est comme les 2 bières qu'on se faisait demander. Ah, tu l'as pas à l'année longue? Ah non, c'est juste une fois par année ou quoi que ce soit. Puis, ben, la tienne revenait, comme tu dis, plus on en manque toujours un petit peu, là. Ouais. On essaie que ça colle pas sur les tablettes parce que, tu sais, des fois, ça peut être un danger pour un produit plus dispendieux, là. Mm-hmm. Mais nous autres, on a offert vraiment la stabilité aux gens avec ce produit-là. Puis donc, c'est réconfortant. Puis on essaie qu'ils goûtent, même malgré tout le processus assez identique d'une fois à l'autre. Ah, cool. Fait que là, on y va avec une première barrique. Ça, c'est une barrique de... Excuse-moi. Santé. Santé. Ça, tu vois, c'est une barrique qui a 6 mois de vieillissement. Okay. Premier usage de la barrique. On va aller des fois jusqu'à 2 usages de barrique. Ah oui? OK. Oui. Mais pas beaucoup plus, dans le sens que il faut que tu sens au nez les parfums, justement, de vin blanc. Tu sais, il y a comme... des arômes, je te laisse. Je l'ai, mais c'est comme plus léger, on dirait. Tu sais, souvent, ça va être comme plus prenant quand je vais m'attendre à sentir une barrique, je vais l'avoir direct au nez, puis là, on l'a, mais comme c'est un léger fruit. C'est léger, ça. Elle est plus sur le fruité. Elle est encore, on va goûter, là, mais ouais.
Moi, quand je goûte, je vais tout de suite regarder s'il y a beaucoup d'amertume encore dans la bière, parce que notre triple est quand même, la tendre tricotante est quand même assez houblonnée. Mm-hmm. Donc, on veut que le houblon soit un peu effacé, puis que le fruité ait pris. OK. Puis c'est comme ça qu'on sait si le baril est prêt. Voilà, c'est la première gorgée. On est quand même tôt le matin. Tu m'as dit 7h30, c'était correct là maintenant. Il n'est pas 7h30. Non, inquiétez-vous pas. Fait que tu vois, ce baril-là, moi, je vais le laisser encore un peu s'imprégner des saveurs du vin. Parce qu'on a l'amertume. Un petit peu du houblon. Ouais, du houblon sur la langue. Ouais. Puis il y a une petite finale un peu chaleureuse, en fait. On goûte l'alcool un peu en finale, là, et là. Avec l'amertume. Les deux se mélangent, je trouve. Ouais. Ce baril-là va aller chercher encore un peu de caractère avant d'aller dans l'assemblage. Mm-hmm. Puis l'assemblage, dans le fond, je vais avoir goûté, là, je n'ai juste sorti 3 plus 1 qui est différent. OK. Mais je n'ai sorti 3, mais quand je fais ça, je vais en sortir une dizaine, une douzaine, pour habituellement en choisir 5. OK. 4 à 6, dépendamment des besoins. Puis là, c'est les éléments de chacun qui vont se compléter pour essayer de trouver le caractère de cette bière-là. Donc, toi, tu vas avec, évidemment, ce que tu te souviens comme goût, ce que tu vas aller chercher. Fait que c'est là que ça amène à comment aller retrouver le même goût à toutes les fois qu'un de tes clients va l'acheter, mettons. Ouais, c'est un goût similaire. Mm-hmm. Ça sera jamais vraiment, vraiment pareil quand tu les goûtes une à côté de l'autre. Ouais. Puis, tu sais, ça peut arriver aussi que ma réserve soit plus vieille, soit plus jeune un peu. Fait que là, des fois, je vais jouer aussi avec la quantité pour avoir une petite variation, mais généralement, ça prend du fruité, puis ça prend du chêne. Ouais. Puis ça prend un peu de vivacité aussi. Il y en a qui ont une acidité un petit peu plus mordante, dépendamment de justement comment le vin s'est imprégné dans la bière. Ouais. Notre lot de bière peut varier aussi un petit peu, quoique notre bière est très stable quand même, mais ça peut avoir un impact. Donc, le temps qui a été rempli, le lot qui l'a rempli, la provenance de la barrique, c'est le plus important. Tu essaies toujours de les prendre à la même place ou tu y vas? Ben ça, j'aimerais ça. C'est un de mes projets de me trouver vraiment un vigneron qui serait intéressé de travailler en collaboration à long terme avec moi. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est beaucoup. Ça vient beaucoup de Californie par des entremetteurs, mais tu trouves-moi un mot qui serait mieux que ça, des brokers. Là, j'essaie de traduire broker. Pas du broker, je sais pas. Mais c'est un broker, c'est un broker. C'est un revendeur de barriques, mettons. Ouais. Donc, oui, il y en a des bons quand même, puis il y en a qui a ça une stabilité, mais souvent, quand on aime un barrique, là, on n'a plus accès à cette barrique-là plus tard. Fait que, parce que c'est ça, mettons, lui, c'est compliqué. Parce que la façon dont ça fonctionne, j'imagine, eux autres vont aller dealer des barriques avec un vigneron, puis là, ils peuvent en avoir, mettons, ils vont dire, je t'en donne tant par année parce que moi, je finis avec mon vin, mais peut-être qu'il y a une année qu'il y en a moins fait, fait que là, il y en a moins à vendre, j'imagine. Ouais. Je dis ça c'est ça, ou l'offre et la demande. Là, si toi, tu disais tout le monde où tu l'as pris, tout le monde veut tes barriques. D'un contexte plus large, là, qu'est-ce qui était populaire, justement, là, 10 ans, 12 ans au Québec, c'était quoi? C'était des chardonnays californiens très, très chaînés. C'était populaire aussi. Fait que là, les gens achètent beaucoup de moins de ces vins-là, j'ai l'impression, en guillemets. OK. Ben, il y a eu les Olivier de Tonnerie Moreau, justement. Oui, j'achète. Je l'ai croisé. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit qu'il y a eu, dans les dernières années, je pense que c'est les barriques de Bourbon qui étaient rendues plus difficiles à avoir pour... je sais pas si c'était un Bourbon précis, là, il me semble qu'il m'a dit que ça a été un peu plus difficile. Puis là ça recommence à être plus présent. Probablement qu'ils vendent moins de Stout Impérial en fût de Bourbon en général aussi. C'est tout... c'est des modes. Hein? En effet. Fait que les gens veulent essayer d'autres choses ou essayer d'aller ailleurs. Puis, Exact. Moi, ce produit-là, j'essaie qu'il passe les modes. Comme j'aime ça que tu l'aies appelé classique. Là. Ça me parle. Oui. Tu peux pas arrêter l'eau. On avait soif au début, là. J'aime quand même ça, goûter plusieurs choses. Fait que j'avoue. On peut se servir de mon petit bac ici. Parfait, ça. C'est le même qu'on fait un assemblage. Ouais. Non, on se mesure un petit peu plus.
Il n'y a pas de travail professionnel qui se fait aujourd'hui, c'est juste du plaisir. Juste pour vous autres qu'on a ça. Là, on sacrifie pour vous autres le plaisir. Fait que ça ici, là, tu es supposé avoir vraiment la même chose. Tu as le même fournisseur de barriques, rempli le même jour avec la même bière. Et là, tu vas goûter, tu vas te dire, c'est-tu vraiment pareil? OK. Un autre 6 mois aussi. C'est ça, même jour, t'as dit. Oh. Mais juste au nez, on est déjà différent, je trouve. Plus expressif, moi. Vraiment. Oh, wow. C'est fou, hein? C'est fou d'une barrique à l'autre, comment que ça... Oh! Fait que tu vois, cette barrique-là est beaucoup plus utilisable présentement dans un assemblage. Le caractère est beau, on a moins de comme sensations. été chercher toute la barrique plus vite que l'autre. Ouais. Est-ce que la barrique était moins vidée? Est-ce que... il y a quand même des réactions biologiques qui se passent, il reste des levures. Donc... la façon dont le bois, mettons, le bois qui a peut-être des planches qui sont plus, je vais dire, poreuses. Quand ils ont comme plus gardé, puis là, ils peuvent plus le transmettre. Il y a ça, Ou juste que quand ils ont vidé le barrique, ils en ont laissé un fond plus gros. Oui. Puis, c'est ça, la réaction. Le fait que la bière a pu fermenter. Il y a quand même une fermentation qui se passe un petit peu dans les barriques avec le temps. Là. D'ailleurs, c'est important pour que le produit soit vraiment bien stable, d'y laisser le temps de faire certaines transformations. OK. Fait que, comme tu dis, 6 mois, ce serait ton minimum avant de commencer à checker ce qui se passe dans une barrique. Oui, c'est ça. OK. Puis, tu sais, quand c'est des spiritueux, c'est moins grave. Là. Ah oui? Parce que c'est plus stable, spiritueux. Ça imprègne plus d'une façon directe. Le vin, surtout si c'est un vin qui est pas qui est assez naturel, qui reste beaucoup de levure dans le baril, etc. Là, ça peut avoir un impact. D'ailleurs, je te le dis pas tout de suite, mais l'autre verre là, c'est là qu'on s'en va. Il y a un indice. J'aime ça. Mais cette passion-là et tout, mettons qu'on parle de toi dans ton background de vie, avant que tu partes la micro, la passion que tu avais, puis comment que ça s'est développé un peu le côté des barriques, cette passion-là aussi, là? C'est... Je te dirais que moi, dans la vie, je m'enlignais pas pour être brasseur. Mes premiers amours, c'était le cinéma. J'ai étudié le cinéma à l'Université de Montréal. J'aime ça. Puis, sauf qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça dur, ce milieu-là, pour être capable de faire des trucs vraiment créatifs. Tu sais, si tu commences... c'est pas vrai qu'à moins de réaliser des trucs vraiment à bas budget, tu peux pas vraiment accéder à créer tant que ça rapidement. Tu sais, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Mais c'est aussi des clics, c'est du monde que tu connais, il y a tellement d'affaires qui se passent dans le milieu que j'étudie un peu aussi. OK, c'est bon. J'aime ça aussi. On va parler cinéma d'ici la fin de la journée, je pense. J'aime ça. OK, cool. Ouais, puis là après, mais il y avait toujours la bière au travers de ça. Puis dès que je suis arrivé à l'époque à Montréal, j'ai quitté mon Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai habité 5 ans à Montréal aux études, puis là c'était les microbrasseries, c'était, Cheval Blanc, Mer à boire, Sergent Recruteur, Dieu du ciel, tu sais, fait que là, j'étais déjà dans cette loupe-là, mais sans plus que le plaisir de déguster. OK. Puis, il y a un voyage en Belgique qui a comme changé ça parce que je suis allé Paxac en Europe, tout ça, puis là, j'ai découvert vraiment des petites installations artisanales, puis une culture bière qui était vraiment super trippante. Puis t'étais-tu je veux dire, l'état d'esprit dans lequel t'es parti, parce que là, t'as dit Paxac, est-ce que, t'aimes voyager Paxac, ou c'est, souvent quand on dit Paxac, c'est le moment où tu fais, là, je le sais pas, je pars, puis je réfléchis à ce que je veux faire, puis là, ça aurait comme renforcé ton côté. À cette époque-là, c'était un peu ça quand même. OK. Mais je suis voyageur, je voyage encore Paxac. OK. Je reviens de Taïwan, tu vas voir à la brasserie, j'ai eu plusieurs bières, un peu d'inspiration plus asiatique. Là. Très cool ça. Puis non, je suis voyageur, mais à cette époque-là, oui, ben là, dans la vingtaine, c'est sûr qu'on se cherche plus, surtout quand on se rend compte que le cinéma, ça va être un peu pénible. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu ardu. Ouais. Puis c'est ça. Fait que au retour aussi, je fabriquais déjà beaucoup de
d'alcool, de vin avec des fruits. OK. Ouais. OK. Comme... Chez vous, de faire... Ouais, c'est ça. OK. De l'hydromel. Ouais. Vin de rhubarbe. Fait que là, des vins de bleu, des vins de... C'était comme... Mais ça, dans une souris, tu le mets de côté puis tu le laisses fermenter pendant... C'est une fabrication artisanale de faire du vin comme ça. Puis là, la première idée, ça a été de dire pourquoi je ne serais pas un fabricant d'alcool du terroir. Ça. OK. Mais là, je me suis enfarché dans la bureaucratie assez solide, dans le sens que tu peux pas faire d'hydromel si tu n'as pas d'abeilles. Tu peux pas faire de vin de bleuet si tu n'as pas de bleuetière. Mais tu sais, juste transformer, le plaisir de transformer, c'était compliqué à avoir les autorisations. Je sais pas si ça a changé. Là, d'après moi, il faut que tu aies des abeilles. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va le faire ça. Il y a des gens qui feraient des bons produits du terroir qui n'ont aucun intérêt en agriculture. Moi, j'ai pas d'intérêt en agriculture. Je ne vais pas me mettre les mains dans la terre. J'aime pas ça. Il y a même des règlements, je pense, c'est ceux qui ont une ferme brassicole qui voudraient faire de la... Là, je vais aller loin, là, mais on en a parlé vite, puis je veux pas mettre personne dans le pétrin avec ce qu'on m'a dit. Mais si tu as une ferme brassicole puis tu veux faire aussi de la distillation, tu pourrais pas prendre ton propre grain pour le distiller. Ah, c'est ça. Des histoires, mais comme tu dis, pour faire des dremels, il faut que tu aies tes propres abeilles pour ton propre miel. C'est ça. C'est fou. Fait que oui, il y en a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes comme ça. Puis, donc, la bière, c'était relativement plus simple par rapport à... Puis aussi, la bière, c'est un produit de tous les jours. Fait que là, finalement, c'est tombé sur l'idée des bières. Fait que, c'est ça. J'aimais ton mot relativement plus simple aussi. Relativement plus simple. En 2004, oui. Ça a pris 3 ans mener le projet à l'ouvrir, tout ça. Fait que, OK. Ça a été compliqué, autant que maintenant, il y a beaucoup d'affaires qui sont faciles. À l'époque, c'était très compliqué. Acheter des pièces, avoir du financement. Mais... Puis il n'y en avait pas... c'est de la vieille histoire. Mais il y en a beaucoup plus maintenant, des microbrasseries dans la région qu'il y en avait là. Dans la région, dans le Québec, dans le monde. Oui, aussi. Là. Mais est-ce que ça aurait joué? Est-ce que c'est un facteur? Oui, puis aussi, dans la c'est région que tu développes? Oui, il y a non, mais c'est surtout, je pense, l'Internet qui a changé vraiment l'histoire. La connaissance qui circule par Internet, les réseaux que les brasseurs peuvent avoir en parallèle, dans ce jaser, acquérir d'informations, partager des fournisseurs. Il y a aussi, le volume a monté partout, donc il y avait plus de gens intéressés à vendre des Triclem au Lac-Saint-Jean qu'en 2004. Quand même, Puis est-ce que c'était dans ton plan original quand vous avez voulu partir ça, d'avoir le côté barrique, d'avoir un chai? Je te dirais que... On fait une pause sur l'histoire, on revient tantôt. C'est arrivé assez tôt. Oui, OK. Mais sauf que c'était un peu capoté là, en 2004-2007 pour penser ça. Quand même. C'était juste... on voyait ça juste quand au début, les premières fois, on disait ils n'ont pas d'argent pour s'afficher des cuves en stainless, eux autres, fermenter là-dedans. C'est bon, ça. Ouais, mais en tout cas, là, je pense à des histoires que je ne relaterai pas. C'est pour ça là, que ça... C'est correct. Là, je suis en train d'effacer. OK. Fait que non, puis c'est ça. Fait que moi, comme je te disais, j'étais intéressé par la bière, mais j'étais intéressé par les autres breuvages du terroir. Puis les vins aussi. Je suis toujours intéressé par le vin aussi. Ça fait que la barrique de chêne, quand on a vu les premières expériences au Québec et à l'étranger, ben là, ça nous a tout de suite intéressé. OK. La première bière qu'on a faite en barrique de chêne, on l'a fait encore. C'est la Gros Mollet vieillie d'un barrique de Jack Daniels. C'est la première qu'on a testée, c'est la première qu'on a faite. On l'a pas lâché, on l'a amélioré depuis ce temps-là. Wow. Puis c'est un produit qu'on vend quand même pas mal, là, qui est apprécié, puis qui fait toujours plaisir au bord d'un feu de camp, même le soir, l'été, où c'est un produit à l'année. Fait que... Mais il n'y en a pas beaucoup de bières qui sont dans des barriques de Jack Daniels, justement. C'était les premiers barriques qu'on avait eu accès. Okay, fait que là, c'était dire, il y a quelqu'un on cherchait des barils. Comment est-ce qu'on fait pour acheter des barils? Là, il y en a un, on arrive à une occasion, il y a des barils de Jack Daniels. OK. Là, on se dit, c'est poche, du Jack Daniels. C'est dégueu. Mais là, là, on va l'essayer. Mais finalement, on se rend compte que leur produit bas de gamme, il est quand même assez dégueu, on se le dira. Oui, c'est... Mais j'en veux pas. Mais quand c'est barriqué, c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour un coup, je sais pas quoi. Ouais. Mais les barriques en tant que telles, ils donnaient des vraies belles saveurs à notre bière. Okay.
Fait que on a fait ça, puis je suis allé une fois à Lynchburg, Tennessee. OK. Où est l'usine de Jack Daniels, puis c'est un village qui est pas vraiment plus gros que Saint-Gédéon, mais qui ont la méga usine Jack Daniels avec le chai, la tonnellerie, tout ça. Ça va être beau à voir. C'était impressionnant, mais tu sais, les autobus de touristes débarquent là. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!